Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi-Test. Nous nous trouvons à Rueil-Malmaison, au Mercedes-Benz Center, qui vient d'ouvrir un espace dédié à sa division sportive AMG, dont certaines icônes nous mèneront au fil de cette émission. Mais avant d'en savoir plus, on découvre le sommaire en images. Dans cette nouvelle édition de Maxi-Test, nous découvrons le Kadjar de Renault qui part à l'assaut du marché des crossovers, l'Audi RS3 qui vient coiffer le segment des sportives utilisables au quotidien, la nouvelle 208 qui propose un restylage de mi-parcours, la Voltaïs voiture fantaisie héritière de la Méhare et de la Minimoc, l'Opel Karl petite citadine allemande hyper abordable. Renault n'était pas présent sur le segment des SUV compacts alors que celui-ci représente plus d'un tiers des ventes en Europe. Cette époque est désormais révolue avec l'arrivée du Kadjar, cousin du Qashqai dont il partage la plateforme, que nous partons essayer entre Zaragoza et le somptueux désert des Bardenas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Renault n'était pas présent sur le segment des SUV compacts, qui compte à lui seul pour près d'un tiers des ventes du marché européen. Face à l'arrogant succès du Peugeot 3008 et du cousin Nissan Qashqai, la marque aux losanges dégaine le Kadjar. Question style, le nouveau venu reprend notamment les codes de design initiés par le Captur, entre autres. C'est avant tout l'habitabilité d'une Renault, son design extérieur avec toute, vous voyez ici, toute l'identité du design. Alors en termes d'habitabilité, aujourd'hui nous avons tout ce qui est modularité, nous avons tout un aménagement autour du coffre avec la fonction Easy Break qui permet de retourner les sièges arrière. Nous avons également une longueur de chargement avec un plancher plat qui se prolonge jusqu'à l'avant du véhicule et qui vous permet d'obtenir une longueur d'environ 3 mètres. En termes également de tout ce qui est design, vous retrouvez toute la patte de notre designer et toute l'identité de marque de Laurens van den Acker avec notamment des ailes musclées, un côté de caisse qui est dans la génétique de tous nos crossovers comme le Captur et également tout ce qui est sur l'identité forte de la face avant. L'équipe de Laurens van den Acker, le responsable du design, a particulièrement soigné les traits du Kadjar. Avec un tel physique, ses principaux concurrents prennent irrémédiablement un petit coup de vieux. A noter que ses dimensions plus généreuses que ses camarades de jeu, avec notamment 4,45 m de long, le rendent tout de même moins à l'aise dans l'art du stationnement. Mais cela bénéficie à l'espace intérieur, où les passagers, même un peu grands, n'auront aucun problème à l'avant comme à l'arrière, où même le passager du milieu n'est pas trop mal loti. La présentation de la planche de bord, plutôt conventionnelle et donc rassurante, s'avère un cran au-dessus en termes de qualité que le Captur est en retrait par rapport au nouvel espace qui, il faut dire, se rapproche lui de ce qui se fait de mieux en la matière. Certaines commandes ne peuvent trahir le lien avec le Nissan Qashqai qui partage notamment sa plateforme, comme les boutons de lève-vitre ou le bloc de clim. D'ailleurs, que partagent plus précisément les deux véhicules cousins ? Alors aujourd'hui, en termes de châssis, nous avons exactement les mêmes châssis que Nissan. Par contre, le fait d'utiliser une plateforme commune, nous avons 60% de pièces communes et ça nous a permis de travailler et de mettre du budget sur de l'ADN purement Renault. Alors en termes d'ADN purement Renault, nous avons notamment apporté un soin particulier à l'ensemble de la qualité et de la finition intérieure. Par exemple, nous avons une planche de bord moussée et nous avons également travaillé tout ce qui est confort des sièges avec notamment des sièges avec un bimousse qui permet de mieux caler en latéral l'ensemble des conducteurs et qui apporte un confort certain. Derrière le volant, la conduite se rapproche logiquement de celle du Qashqai, plutôt donc typée pour le confort. Le châssis et la direction légèrement flottante rendent le Kadjar moins rigoureux qu'un 3008, qui lui fait figure de référence en termes de ratio confort-dynamisme sur le segment. Le moteur essence TCE de 130 chevaux le cantonne plutôt aux longues liaisons routières, voire autoroutières. Son manque de punch nous laisse d'ailleurs interrogatifs sur son comportement avec famille et bagages à bord.
Toutefois, il fait raisonnablement son office, avec notamment une consommation maîtrisée, aux alentours des 8 litres dans notre réalité. En revanche, il a démontré des capacités surprenantes sur les chemins caillouteux du désert de Bardeñas. Il survole avec aisance cette surface et se montre même carrément fun à mener à bonne allure dans ce contexte. Malgré des pneus typés pour la route, il ne s'est jamais montré en difficulté, bien au contraire. Du coup, à moins d'avoir spécifiquement besoin d'une transmission intégrale pour les endroits les plus difficiles d'accès, l'option X-Mode nous paraît superflue. Quand on fait le bilan, le Kadjar n'apporte rien de spécial en plus par rapport à l'offre actuellement disponible sur le marché, que ce soit en termes d'agrément et d'équipement. Il a donc les armes suffisantes pour s'intégrer dans le segment, où en termes de tarifs, notre modèle essayé avec toutes les options de 28 100 € se rapproche de celui du cousin Qashqai à option équivalente et sensiblement moins cher que le Peugeot 3008. La force de frappe de Renault avec son immense réseau, le Kadjar devrait donc, sauf surprise, rapidement faire sa place dans le cercle européen et ira dans un second temps notamment s'attaquer au marché asiatique. L'Audi RS3 Sportback reprend le 5 cylindres en ligne turbo maison amélioré, ce qui lui permet de briguer le titre de sportive compacte la plus puissante du marché. Est-elle pour autant une alternative crédible au quotidien? La réponse avec notre essai sur les routes des Vosges. La marque Ozano lance en effet sa nouvelle RS3 Sportback qui reprend le 5 cylindres en ligne turbo maison dans une version revue et corrigée. De quoi en faire officiellement le modèle sportif compact le plus puissant du monde. Dans la vraie vie, c'est un engin sacrément polyvalent, mais comme les performances, le prix atteint lui aussi un nouveau sommet. Les nouveautés de la RS3, c'est la nouvelle carrosserie en fait. La deuxième génération est basée sur la génération actuelle de la 3 qui a été commercialisée il y a 2 ans. Et donc elle en reprend la base technique, j'allais dire, le châssis notamment. On imagine que la marque Ozano a préféré lancer au plus vite une concurrente directe pour la Mercedes A45 AMG qui dominait seule le marché de la compacte premium à très haute performance. La formule de base est d'ailleurs exactement la même que sur sa concurrente allemande, avec une transmission à 4 roues motrices, dans une carrosserie 5 portes et un moteur très puissant sous le capot. Mais pour Audi, pas question d'abandonner le 5 cylindres en ligne de la précédente génération, RS3 et TT-RS, un bloc salué pour son tempérament sonore et son architecture, qui rendait un bel hommage aux premières sportives de l'histoire de la marque. Avec ses badges RS, ses entrées d'air plus généreuses et ses voies élargies, la RS3 Sportback ne trompera aucun spécialiste de la chose automobile, surtout dans le coloris de notre modèle d'essai. Malgré les 2 grosses sorties d'échappement et le diffuseur arrière, le style général reste relativement sobre, comme l'intérieur. Mis à part quelques badges RS, des baquets optionnels à la finition impressionnante et un volant recouvert d'Alcantara, l'habitacle de la RS3 ressemble beaucoup à celui d'une simple A3. L'ergonomie de la compacte Ozano est excellente et la finition exemplaire dans la catégorie. L'équipement est pléthorique et le carnet d'options est long comme un Q7. Grâce aux 5 portes et aux places arrière assez généreuses, la RS3 Sportback pourrait jouer les familiales sans aucun problème. Les premiers tours de roue nous donnent d'ailleurs l'impression de conduire une paisible berline à la transmission douce et à la direction légère, même si le feulement de son bloc fournit un appréciable fond sonore. En mode confort, la suspension pilotée nous semble paramétrée comme dans une S3, c'est-à-dire ferme mais supportable, même sur de très longs trajets. Et tant que vous ne jouez pas avec le moteur, la consommation reste à un niveau tout à fait décent, moins de 10 litres au 100 km en roulant normalement. Drive Select, ajusté en mode dynamique, vous tentez d'abord un petit launch control, 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, avant d'attaquer les cols d'arrière-pays. Sur l'exercice du départ arrêté, cette machine vous colle le même genre de vertige qu'une GTR entre 0 et 50 km/h, et la poussée au-delà de cette vitesse est sans doute plus forte qu'au volant de l'ancienne R8 V8.
Le comportement dynamique reste typiquement Audi avec une efficacité impressionnante, mais une attaque très facile quel que soit le type de route. 100% neutre dans ses réactions, l'auto vous invite à accélérer même en pleine courbe serrée et aucun mouvement du train arrière ne viendra perturber votre folle chevauchée en montagne. La boîte est presque parfaite et reste au rupteur si vous jouez avec sur les montées de rapport. Et la rapidité est quasiment au niveau d'une authentique supercar de nouvelle génération. Seule la plage autorisée pour le rétrogradage paraît parfois trop limitée en conduite très agressive. Client qui va rechercher la voiture la plus exclusive possible. On est sur la compacte la plus puissante du marché, 367 chevaux, des performances de GT avec 4 secondes 3 de 0 à 100, donc véritablement des performances hors normes pour un véhicule de ce type. Le client exigeant qui va rechercher à se distinguer avec une voiture qui, malgré tout, va conserver une certaine discrétion et une praticité au quotidien. Au fil des courbes, le rythme augmente et on finit par rouler tellement fort que l'auto sous-vire systématiquement malgré un train avant offrant beaucoup de grippe. Avec un comportement dynamique aussi lisse, le seul risque est de tirer tout droit en arrivant beaucoup trop vite, aveuglé par la facilité démoniaque de la bête. Il n'est vraiment pas difficile d'atteindre 180 km/h entre deux virages serrés. Seul problème, après de longues minutes à un rythme extrême, la pédale de frein finit par s'allonger un peu avec les freins de série en acier. Pour les plus agressifs d'entre vous, mieux vaudra opter pour les disques optionnels en carbone céramique, mais il faudra pour cela ajouter le prix d'une bonne Dacia Sandero d'occasion. Loin d'offrir le pilotage au scalpel d'une Mégane RS Trophy, l'Audi RS3 boxe dans une toute autre catégorie en matière d'agrément mécanique, de polyvalence et de prix. Avec une addition qui débute à 56 900 €, sans l'amortissement piloté ni les freins carbone céramique, il est possible d'arriver au-dessus des 70 000 €. Du jamais vu sur une sportive compacte, mais sur le plan des performances et de la polyvalence, la RS3 Sportback est de toute façon au niveau d'une GT de segment supérieur. Notez cependant que la S3, plus abordable de 8 000 €, est déjà très véloce et tout aussi polyvalente. La différence majeure entre une RS3 et une S3, c'est le moteur. C'est le 5 cylindres turbo, le moteur mythique chez Audi. L'histoire, les Quattro Sport dans les années 80, voilà, c'est le moteur qui a fait l'histoire d'Audi. Et c'est vraiment l'élément majeur, j'allais dire l'élément moteur de la RS3 par rapport à une S3. Et si vous préférez le pilotage plus engageant d'une propulsion, il faudra attendre la réplique de chez BMW avec l'AM2, dont le tarif sera sans doute tout aussi astronomique. La 208 citadine star de la marque Peugeot connaît, après 3 ans et 2 millions d'exemplaires vendus, un restylage et de nouvelles motorisations. Nous partons l'essayer entre l'Autriche et la Slovénie. Après 3 ans et 2 millions d'exemplaires plus tard, la petite lionne 208 se repoudre le nez et réaffûte ses griffes pour mieux s'accrocher au podium des ventes. Mais ce n'est pas tout. Elle s'offre aussi un nouveau cœur sous le capot pour mieux bondir encore sur les somptueuses routes de notre parcours entre l'Autriche et la Slovénie. Allez, c'est parti! Et parlons cosmétique. Peugeot ne prend pas de risque avec son best-seller. Pour célébrer son bon début de carrière, le petit fauve de la famille assombrit son regard pour un léger supplément d'agressivité, renforce aussi sa présence sur les routes avec des anti-brouillards mieux mis en valeur et une calandre en relief. En outre, en plus de nouveaux coloris comme cet orange vif, une nouvelle gamme de jantes fait son apparition. Quant à l'arrière, il adopte la nouvelle signature, coup de griffe, à 3 bandes, pour se montrer bien plus reconnaissable, même dans la pénombre. Pour ce qui est des dimensions, si la place est comptée dans votre garage, sachez que la 208 gagne un petit centimètre en longueur. À bord, c'est le statu quo, rien de visible ne change vraiment. Les compteurs rehaussés sont toujours de la partie et la position de conduite s'avère toujours au poil. Que ce soit en 3 ou 5 portes, en dehors de l'accès à la banquette qui diffère, on reste assez bien installé derrière. Et le confort de roulement ne rend pas particulièrement pénible les longues distances pour une voiture de ce type. La grosse nouveauté finalement se trouve derrière l'écran tactile, qui adopte la technologie Mirror Screen pour afficher les informations de votre smartphone dans la voiture. Enfin, pour surveiller ses arrières, la petite lionne gagne une caméra de recul. Après avoir fait le tour du propriétaire, il est maintenant temps de se mettre derrière le volant et prendre en main ce tout nouveau moteur qui promet beaucoup.
Le terrain de jeu de la citadine au Lion n'est pas la savane, mais bel et bien l'asphalte. Son châssis déjà parfait n'évolue pas, et ce félin des villes croque le bitume des somptueuses routes autrichiennes qui serpentent au milieu des vignes de la superbe région de Grasse. Le petit volant facilite le placement en courbe, avec cette direction consistante pour bien appréhender la route. Clairement, il s'agit là de la plus plaisante des citadines à mener hors de la jungle urbaine. Et pour mieux apprécier encore les voyages, le petit 3 cylindres essence PureTech de 110 chevaux fait gambader la 208 grâce à une allonge qui ravira les rouleurs. Et c'est bien là le petit revers de la médaille. Elle manque du coup sensiblement de couple dans les bas régimes. Les routes en moins bon état une fois passée la frontière austro-slovène nous ont permis de voir que la petite Peugeot avale les irrégularités du bitume sans coup férir. On s'amuse à cravacher cette 208 imperturbable sur ses pattes dans les tournants. Et c'est bien là sa nouvelle force, grâce à ce nouveau bloc, elle gagne encore plus en polyvalence, sans pour autant squatter trop souvent l'abreuvoir, avec une consommation maxi d'environ 7 litres en conduite tranquille. La 208 fait plus que de se remettre au goût du jour, en ne touchant pas à ce qui était déjà parfait, sa tenue de route, et en renforçant son offre moteur pour la rendre encore plus polyvalente. Avec de telles prestations, non seulement elle devrait s'assurer de rester sur le podium, mais sa bien meilleure finition intérieure notamment, pourrait bien finir par l'aider à faire trembler de son piédestal la reine Clio. Voltaïs s'est fait connaître en lançant une petite Jeep électrique de laquelle le designer Philippe Starck s'est tellement entiché qu'il a décidé d'offrir au constructeur ardéchois le dessin d'une auto. Nous partons donc à la découverte de la Voltaïs V+, digne héritière de la Méhari et de la Minimoog. La Citroën Méhari a lancé le genre de la voiture de plage, laissant une trace indélébile dans l'histoire. Pourtant, aujourd'hui, plus aucun constructeur automobile n'ose proposer un tel véhicule au catalogue. Pour rouler cheveux au vent sur la côte, mieux vaut se tourner vers de petits constructeurs qui homologuent leurs véhicules dans la catégorie des quadricycles lourds. Voltaïs s'est fait connaître en lançant une petite Jeep électrique. Philippe Starck en est tombé amoureux au point d'offrir à ce constructeur ardéchois le design d'une auto. Le résultat est cette V+, au look aussi improbable que dépouillé. Il y a tellement de choses magnifiques dans l'automobile, il y a tellement de choses inutiles. Alors moi, j'y connais rien en automobile, excepté l'amour que j'en ai. Je ne suis pas un designer automobile. Par contre, j'aurais aimé avoir un véhicule. Un véhicule tout simple, tout bête, comme dans les jeux d'enfants. Une boîte à savon, avec 4 roues, avec presque pas de moteur, avec quelques sièges très simples. Et je crois que je serais très content avec ce presque rien. Et c'est pour ça que presque d'une page blanche, j'ai un petit peu rebattu les cartes et rechangé peut-être quelques règles que l'on a connues dans le temps d'ailleurs. Les matériaux bruts et la finition impeccable se placent dans la droite ligne des produits créés par le designer français dans d'autres domaines et pour d'autres marques. Certes, les aspects pratiques ne sont pas le fort de la V+, puisqu'elle n'offre aucune protection contre la pluie, et que l'accès à ses places arrière s'avère franchement acrobatique. Il y a quelques amis qui peuvent monter dedans, en riant beaucoup, en chantant beaucoup, aller à la plage, aller là où vous voulez. Et c'est nerveux, c'est assez amusant. Il n'empêche que quiconque se laissera tenter à débourser 30 000 € pour cet engin aura la satisfaction de posséder un vrai objet de collection sur 4 roues. Insensible à la rouille du fait de sa fabrication mêlant aluminium et acier inoxydable, cette Voltaïs est parfaitement adaptée à son milieu. D'autant que ces 2 moteurs électriques fournissent du couple aux 4 roues, permettant de sortir des situations difficiles en terrain meuble ou accidenté. La plage est son domaine, tant et si bien qu'elle semble moins à l'aise sur la route. En attendant de nouvelles batteries au lithium, la V+ souffre d'une autonomie et de performances limitées. Mais pourtant, je crois qu'on aura beaucoup de plaisir à se faire véhiculer par la V+, pour en dire encore moins. Tout de suite, on retrouve Pierrick pour découvrir quelques icônes de la collection AMG. Merci David. Alors, dans le cadre de la célébration des 10 ans du Mercedes-Benz Center, une exposition présente certaines icônes sportives de la marque.
Alors derrière moi, une AMG GTS. Sous le capot de ce coupé d'exception, un V8 biturbo de 510 chevaux pour des performances exceptionnelles, notamment un 0 à 100 expédé en à peine 3 secondes et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Et derrière moi, nous avons une pièce encore plus rare. Alors il s'agit d'une Mercedes SLR Stirling Moss. Alors c'est une pièce du partenariat avec McLaren. Alors il s'agit d'une voiture qui rend hommage justement à la SLR 300 que conduisait ce pilote anglais, avec laquelle il a gagné la course des 1000 milles en Italie. Alors il s'agit d'une voiture exceptionnelle qui reprend un style incroyable puisqu'il s'agit d'une voiture de course. Sous le capot, un moteur à compresseur de plus de 650 chevaux pour des performances stratosphériques, notamment une vitesse de pointe dépassant les 330 km/h. Alors nous partons maintenant sur l'essai d'un véhicule beaucoup plus abordable puisqu'il s'agit de l'Opel Karl, la dernière mini-citadine de ce constructeur allemand, hyper abordable et assez bien pensé. Alors nous allons en prendre le volant sur les routes hollandaises des alentours d'Amsterdam. Opel revient sur le marché des mini-citadines avec une nouvelle puce. La petite se prénomme Karl et pour autant n'a rien d'une icône de la mode. Les podiums des beaux quartiers, elle la laisse à sa grande sœur, Adam. Pourtant, elle affiche une bouille moderne. Et surtout, n'oublie pas le sourire typique maison, à l'image de la calandre et des gros yeux rappelant l'ancienne Corsa. Ajoutez à cela 2 lignes obliques sur les côtés pour dynamiser le profil, finissant sur un arrière ultra court. Et on obtient une petite nerveuse prête à partir à l'assaut des rues. À l'intérieur, on est loin de l'habitacle spartiate de la voiture d'entrée de gamme. Nous proposons par exemple le volant chauffant, nous sommes les seuls à le proposer sur le segment. On a également disponible à la gamme un avertisseur de franchissement de voie intempestif, donc qui émet un signal à la fois sonore et visuel si vous déviez anormalement de votre trajectoire. Nous avons également un éclairage statique d'intersection, l'aide au stationnement arrière, les vitres arrière électriques, etc., etc. Sans aller jusqu'à dire qu'elle a tout d'une grande, elle en donne plus que les autres en termes de technologies embarquées. On peut grimper à 2 derrière, sans trop se plaindre du manque de place. Un 3e passager peut s'installer sur la banquette, mais la vie sera plus dure pour lui, à bord. Le coffre n'a rien de vraiment ridicule, on peut y mettre en vrac plein de choses, mais pour une valise, le plus dur sera de trouver le bon sens pour la faire rentrer. La petite Opel a un cœur taillé pour la ville et guère plus. Avec 75 chevaux, elle a tout juste de quoi s'énerver entre 2 feux rouges. Mais son petit gabarit la classe parmi les plus agiles au sein des centres-villes, grâce aussi à son rayon de braquage et ses porte-à-faux ultra courts. En revanche, elle n'aime guère le jogging dans les grands espaces. Ce n'est vraiment pas son truc. La faute à son manque de souffle. On le regrette d'ailleurs, il n'y aura pas d'autre moteur disponible sous le capot. Pour s'offrir la petite Opel, nul besoin de la fortune de Claudia Schiffer. L'entrée de gamme ne réclame que 7 490 € en offre spéciale. Comptez 11 000 € pour un modèle décemment équipé et à peine 13 000 avec toutes les options possibles, ce qui fait d'elle une des moins chères du marché. Ça s'inscrit totalement dans l'accessibilité qu'on essaie de proposer avec ce type de véhicule, donc d'avoir la qualité allemande à un prix accessible, un excellent rapport qualité-prix. En étant moins cher et mieux doté que la concurrence, Opel avec la Karl joue une partition juste. Mais la concurrence paraît bien installée et plus populaire. Donc la partie ne s'annonce pas si facile pour la petite Allemande. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Nous quittons donc la section AMG du Mercedes-Benz Center pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test et à très bientôt sur l'antenne de Motors TV.